d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous suivez Grande Tribune. Nous sommes le lundi 31 mars 2025, dernier jour du mois de mars. On espère que les femmes ont bien passé ce mois dédié donc aux droits des femmes. Mesdames et messieurs, nous allons nous apaisantir dans cette émission sur cet accord entre la Samidi Arsi et l'AFC M23. On va vous donner le condensé incessamment dans cette émission, mais question d'actualité, on va également pousser un peu la question liée justement à la formation du gouvernement d'union nationale. Déjà, l'étape des consultations ont commencé. D'aucuns estiment que c'est la mission d'information et de formation à la fois déguisée. On ne sait pas. La question reste pendante. Mais toujours est-il qu'on parle du gouvernement d'union nationale. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Grande Tribune. Eh bien, 4 invités avec moi sur ce plateau. Je vais commencer par tous ceux qui sont très proches. Maître Martin Milolo, bonjour et bienvenue dans Grande Tribune, doctorant en droit et vous êtes aussi responsable d'une ONG des droits de l'homme de la société civile. Bienvenue, Maître Martin Milolo. Merci beaucoup, Dan. Et je voudrais encore une fois vous remercier et remercier Congo Base pour avoir été avec nous au front dans la défense de la Constitution. Cela étant, je voudrais en tout cas partager ma compassion à l'égard des femmes violées dans les hôpitaux, dans les champs, dans les rues, dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise, dans la partie est de notre République. Ce qui montre que ce mois de mars, au lieu d'être un mois de commémoration, de célébration, a été un mois particulièrement tragique pour les femmes congolaises. Comprenez mon émotion parce que je suis père de 3 filles et donc je souhaite quand même que ces situations connaissent une fin une fois pour toutes et que ceux qui ont la charge de la sécurité de la République prennent leurs responsabilités. Merci bien, Maître Martin Milolo. Maître Yannick Mvumbi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Mais là, vous n'intervenez pas en tant qu'avocat, vous êtes là en tant qu'analyste des questions d'actualité. Vous êtes aussi acteur politique. Bienvenue, vous êtes dans la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue, Maître Yannick Mvumbi. Merci beaucoup, cher Dan, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue également les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats qui ne tournent pas autour des individus, mais plutôt autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'ai juste un petit biscuit, je voudrais apporter mon soutien à un Congolais, l'actuel bourgmestre de la commune de Mongafula, M. Séverin Lumbu Malamba, qui est en train de faire quand même des bonnes choses. Il a organisé une gouvernance de proximité où il reçoit les habitants de Mongafula, il les échange, ensemble ils trouvent des solutions. Malgré les maigres moyens, il n'est pas dans les excès de pouvoir, il est à l'écoute de la population, mais cependant je voulais dénoncer le comportement d'un de ses collaborateurs qui est agent au bureau du quartier Njili Kilambu, qui est dans une forme d'escroquerie. Plusieurs Congolais m'ont saisi contre le comportement de ces messieurs qui s'appelle Mabaya. Il est agent de liaison entre la maison communale et les bureaux du quartier Njili Kilambu. Ils perçoivent l'argent pour les documents de titres parcellaires. 2 mois, 3 mois, 1 année, sans donner des documents. Et quand vous les cherchez, ces messieurs ne se fait plus voir. Et je voudrais ici demander à messieurs les bourgmestres de pouvoir ouvrir une action disciplinaire, parce que dans les jours qui viennent, je vais porter plainte contre ces messieurs. Ils se comportent très mal. Je dis plus de 10 Congolais
Déjà, ils ont donné l'argent pour les documents parcellés. Ça va faire maintenant plus d'une année, ils n'ont pas les documents. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors que sous d'autres, si on les fait 3, 4, 5 jours, vous avez vos documents. Quand vous l'appelez, il ne décroche pas. Merci. Et c'est irresponsable. Je crois qu'il doit être sanctionné. Merci bien, Maître Yannick Vumbi. Alors, on va aller rapidement. Maître Godefroy Ilinga, bonjour et bienvenue également dans cette émission. Bonjour, cher Dan, et bonjour à mes estimés confrères qui partagent avec moi le plateau. Ce que je peux dire, c'est un plaisir, et comme ça l'a toujours été, qu'on puisse se retrouver. Et je peux tout simplement souhaiter le meilleur pour tous les habitants de la République démocratique du Congo, notre peuple qui a trop souffert et qui continue encore à souffrir dans sa chair et dans son sang. Merci bien. Espérons que les choses iront pour le mieux. Merci bien. Maître Samuel Nkonko, bienvenue également. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, plutôt barreau de Lubumbashi. Merci beaucoup et merci de prendre part à cette émission. Merci beaucoup, très cher Dan, de m'avoir convié à prendre part à ces débats citoyens que je souhaite être de taille, vu le casting auquel je suis convié ce midi. Je ne vais pas conclure mon propos sans pour autant songer aussi aux compatriotes qui me suivent en ce moment. Merci. Merci bien, messieurs, dames. On va donc revenir sur cet accord AFC, Sami DRC, comme certains d'entre vous l'ont suivi en semaine. Les chefs d'armée d'Afrique du Sud, de Zambie, du Malawi, de Tanzanie ont scellé un accord avec l'AFC à Goma, au nord Kivu, pour le retrait de la Sami DRC et son équipement militaire. L'AFC M23 était représenté par le général Sultani Makenga. En substance, voici que l'accord dit entre les deux parties. Les deux parties s'engagent sous la cessation des hostilités, les cessez-le-feu. Elles s'engagent également à faciliter le retrait immédiat des troupes de la Sami DRC avec leurs armes et équipements, en laissant derrière elles toutes les armes et équipements des FARDC en leur possession. L'AFC M23 doit coordonner la liberté de mouvement de la Sami DRC en préparation du retrait conformément aux principes convenus. Les deux parties faciliteront l'évaluation par l'équipe technique conjointe de l'État de l'aéroport international de Goma en vue de sa réouverture. La SADC contribuera à la réparation de l'aéroport international de Goma afin de faciliter le retrait de la Sami DRC. La tenue d'une réunion conjointe de suivi entre la RDC et la FCM23 dans un lieu et à des dates à convenir très incessamment. Autre actualité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Jean-Claude Tshilumbaï, a été l'invité de l'émission Questions d'actualité sur la télévision nationale. Plusieurs sujets ont été au cœur de ces programmes. La question de l'Est, situation de l'Est de la République, les actions diplomatiques du gouvernement, les consultations et d'autres questions similaires. L'émission est donc à retrouver sur toutes les plateformes digitales de médias publics, la télévision nationale et même très bientôt sur Congo Buzz Télévision. Alors on va se lancer rapidement dans le sujet. Déjà, accord Sami DRC et AFC M23. D'entrée, déjà, on posera la question, puisque tous sont professionnels de droit, je crois bien même qui exercent le droit, hein, des avocats, tous. Mais en tant que professionnel de droit, on va essayer de réfléchir sur cette question. D'abord, sur la nature juridique de l'accord et aussi la validité. D'abord, sur la nature juridique de cet accord AFC M23, ses conséquences et la SADC. C'est la SADC qui a justement signé avec ce mouvement subversif. Je commence par Maître Martin Milolo. Vous avez 5 minutes. Quelle est votre lecture? Quelle est la nature juridique de cet accord selon vous? Oui, merci beaucoup Dan. La nature juridique de tout accord, de toute convention entre des parties, c'est que c'est un contrat qui lie ces parties ou ces des entités. Mais ici, la question devrait aller plus sur la validité
de cet accord, de cette convention entre le M23 et la SADC. D'abord, retournons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que la SADC, c'est une organisation sous-régionale. C'est une organisation internationale sous-régionale qui est basée sur un certain nombre de principes. D'abord, elle est née, en tout cas, je vous épargne de l'histoire, mais du traité signé en 1992 à Windhoek, en Namibie, qui a mis en place cette sous-région. Et en tant qu'organisation, elle est bâtie sur un certain nombre de principes définis à l'article 4 du traité de cette organisation et sur base des objectifs poursuivis par l'organisation consacrée à l'article 5 du traité de cette organisation. Or, quand vous regardez tous ces principes, vous allez vous rendre compte que l'accord qui est signé entre les troupes de la SADC et le M23 viole les documents fondateurs de cette sous-région. En conséquence, c'est un accord qui n'est... De façon concrète, oui. Quelle disposition a été clairement violée du statut fondant la SADC? D'abord, l'article 4. L'article 4 pose le principe, notamment le principe de solidarité entre les États membres. Parce qu'il faut se rappeler que la SADC est une organisation composée des États. Aucune autre entité non étatique n'est pas membre de cette organisation. Tout ce qui s'est fait au niveau de la SADC n'engage que les États. Or, en tant qu'État, il y a le principe de solidarité. Ça veut dire que tout ce qui s'est fait au niveau de cette organisation-là est guidé par ce principe-là. Or, avec le comportement de ces troupes, c'est comme si le gouvernement constitutionnel, le gouvernement légal établi en République démocratique du Congo et qui a invité ces troupes, parce qu'ils ne se trouvent pas sur le territoire congolais d'eux-mêmes, c'est sur base d'une invitation du gouvernement congolais dans le cadre de la sécurité collective. Et donc, en traitant avec le M23, ces troupes-là ont donné en quelque sorte une légitimité. Ils ont en quelque sorte transformé le M23 comme le gouvernement, l'interlocuteur valable, ce qui n'est pas le cas selon les documents. Et donc là, ça viole le principe de solidarité parce que le gouvernement a reconnu combat contre ces mouvements subversifs. Le deuxième article violé spécifiquement, c'est l'article 5.c du traité de la SADC qui parle de la sécurité collective et de la défense mutuelle entre... Consolider, défendre et maintenir la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité. Exactement. Et donc, en traitant, en légitimant à travers cet accord le M23, la SADC contribue à l'instabilité parce que la conséquence, c'est quoi? Le gouvernement congolais va réagir par rapport à cet accord-là, va dénoncer cet accord, va en tout cas entreprendre des démarches pour son annulation au niveau des instances de la SADC, ce qui va conduire à une crise et qui va aggraver une crise au niveau interne. Et ce faisant, la SADC, en tout cas, les troupes qui ont signé cet accord n'auraient pas donc contribué à la paix et à la sécurité en République démocratique du Congo. Et donc, en ce qui concerne la validité de cet accord, c'était en tout cas un accord inexistant parce qu'il est signé avec une entité qui n'existe pas parce que en tant que, même si on sort du cadre de la SADC et on entre en droit international humanitaire, les droits des conflits armés, et même en droit de la guerre, on vous parle d'un conflit armé
de cette nature-là, lorsqu'il y a des mouvements ou des groupes organisés et qui assument les compétences de l'État de manière de fait. Or, dans les cas d'espèce, le mouvement M23 n'assume pas les compétences de l'État de fait lorsqu'on voit le comportement de ce qui se passe dans les zones sous son occupation. Merci bien, Maître Martin Milolo. Pour lui, l'article 4 et 5 de la charte constitutive de la SADC ont été violés par la SADC elle-même, la SAMI DRC, par la signature, à travers la signature de cet accord. Quelle est votre lecture par rapport à ça, Maître Godefroid Ilunga? Merci bien, cher Dan. Je crois que je peux aborder dans un même sens que mon estimé confrère Maître Milolo qui vient de parler. Pour une fois, nos violons semblent un peu s'accorder. Une fois dans l'histoire. Mais seulement pour une fois, bien sûr, depuis qu'on a commencé avec DB, depuis que je l'ai connu. Seulement, je vais ajouter que lorsque vous analysez cet accord, vous allez voir que ce ne sont même pas les instances politiques de la SADC qui se sont engagés, qui ont signé cet accord, mais là, qu'est-ce que je dirais, les coordinations des armées qui étaient venues dans le cadre de la SADC, qui ont procédé à la signature de cet accord. Donc, ce n'est pas un accord à proprement parler signé entre la SADC et le M23, mais c'est plutôt entre des armées. C'est quoi la stratégie? Allez-y. Lorsque nous pouvons parler de l'État congolais, par exemple, il y a des autorités bien attitrées qui peuvent engager l'État. De même aussi pour la SADC, ce ne sont pas des chefs des armées qui s'engagent. Seulement, il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel intervient cet accord. Et là, je vais insister sur ce contexte. Oui. C'est que vous avez d'abord des FARDC qui sont engagés dans un conflit avec les M23. Vous avez les forces de la SADC qui sont invitées par notre gouvernement, qui viennent en appui, n'est-ce pas, à nos forces. Mais il arrive que, se trouvant, n'est-ce pas, coincé à Goma, cette ville tombe entre les mains de M23 et la direction militaire de FARDC qui était sur place à Goma se retire. Je crois que nous suivons tous le procès que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, contre les généraux et tout ça qui étaient là en train de coordonner les opérations à Goma. Ils fuient, ils abandonnent les forces combattantes, les malades, les blessés derrière eux, ainsi qu'un important armement derrière eux. Parce que lorsque vous avez parlé du contenu de cet accord, vous voyez que dans cet accord, on dit que la SAMI RDC doit laisser derrière elle l'armement de FARDC qui se trouve en sa possession. On peut se poser la question de savoir comment est-ce que cet armement s'est retrouvé en sa possession. En réalité, c'est l'armement qui a été abandonné par, n'est-ce pas, des officiers de FARDC. Et quand on dit qu'ils quittent et laissent cet armement, cela signifie en d'autres termes qu'ils laissent, n'est-ce pas, au M23 de s'emparer de cet armement-là. Alors, la question peut se poser de savoir, est-ce qu'ils avaient réellement la garde de cet armement? Bon, ça c'est bien. C'est une autre question. Je vais atterrir sur la question de la validité, n'est-ce pas, de cet accord. En fait, lorsque une ville se trouve entre les mains des rebelles, il se fait que ces rebelles n'ont pas l'existence juridique sur le plan international. N'est-ce pas, le mouvement M23
ne peut pas poser des questions, plutôt des actions en tant que une personne morale reconnue sur le plan moral et sur le plan international. Et même sur le plan interne, ils n'ont pas la légalité ni la légitimité pour poser des actes. Comment se fait-il? Il y a eu cette signature. On a signé avec une structure qui n'a pas de... C'est là où je vais en arriver. Mais il arrive quand même que, puisque le gouvernement congolais a perdu son autorité sur une partie de notre territoire, cette partie est gouvernée de fait par eux. Alors, pour poser des actes sur cette portion de territoire, on ne peut pas raisonnablement se passer d'eux. Mais seulement la question, on ne peut pas. Souvenez-vous, Tshombe prend, n'est-ce pas, le Katanga à l'époque. Kalonji était au sud Kasaï. Lorsqu'il a été question de liquider physiquement notre premier ministre, Lumumba, on a dû négocier avec Tshombe. Donc, on devait négocier avec lui parce que physiquement, de fait, c'est lui qui posait des actes en tant qu'autorité reconnue sur cette portion du territoire. Aujourd'hui, la SAMI RDC s'est retrouvée coincée. En quelque sorte, je suis en train de voir qu'ils sont un peu pris en otage parce qu'ils ne savent pas se déplacer. Ils ne savent même plus combattre, d'autant plus que les FARDC... Ils n'avaient plus le choix, c'est ça, ce que vous voulez dire. Ils n'avaient plus de choix, ils ne savaient plus combattre, et ils ont négocié la tête basse. Souvenez-vous que même l'ONU a dit que les M23 étaient en train de limiter leur mouvement. Mais seulement la question, c'est de savoir jusqu'où peut-on négocier. Oui. Parce que en pratique, lorsqu'il y a par exemple à acheminer l'aide humanitaire, généralement on négocie toujours avec ces gens qui sont en train d'occuper le territoire. On ne peut pas se passer d'eux. Merci beaucoup. Alors, on ne peut pas, la SADC ne pouvait pas se retirer sans un accord. Mais quelle devait être la nature juridique de cet accord? C'est ça la vraie question. Et jusqu'où pouvait-il aller? Merci bien. Normalement, ça devait être tout simplement un accord opérationnel, n'est-ce pas, pour la nécessité de leur retrait. Parce qu'ils ne pouvaient pas se retirer alors qu'ils étaient venus engager, n'est-ce pas, dans des opérations contre les M23 et se retirer sans qu'il y ait un accord de cessez-le-feu formel entre eux et sans qu'on ait mis, n'est-ce pas, sur pied. Mais seulement jusqu'où pouvaient-ils aller? Mais je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ne pouvaient pas parler, n'est-ce pas, de la réouverture de l'aéroport et ainsi de suite. Ça ne relevait pas d'eux. Je vais revenir vers vous. Je sais que vous souhaitez bien vous étendre là-dessus. Mais une autre question qui mériterait d'être posée, c'est que peut-être c'est un cas, est-ce dans un cas de force majeure, on est contraint de nous référer aux instruments juridiques qui régissent les organisations ou à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle? Est-ce que ce serait dans cette optique-là que cet accord aurait été signé? Et aussi le silence de la part des autorités de Kinshasa. Pour le moment, il y a silence à Kinshasa par rapport à ça. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord? Maître Samuel Konko, je vous passe la parole. Il y a deux questions. D'abord, la nature juridique de cet accord et la validité de cet accord. Quelle est votre lecture par rapport à ça et aussi tenant compte de la circonstance? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup Dan pour la parole. Je salue d'abord les interventions de mes estimés confrères qui ont été très pointues et qui vont orienter aussi mon intervention. Le problème que nous connaissons présentement, il est important de pouvoir le contextualiser. Parler de l'accord AFDC M23 qui a été conclu avec la SAMI DRC, aborder cette question sur une approche uniquement juridique risquerait de nous emmener à faire faux débat.
nous amènerait tout simplement à nous écarter même des voies de solution. Pourquoi? Parce qu'ici, la question ne doit pas être analysée uniquement sur une approche juridique classique, parce que ce sont des situations purement exceptionnelles. Par voie de conséquence aussi, leur validité ne dépend que de ces rapports de force. Nous sommes présentement dans un contexte où nous avons une force rebelle qui commence à avoir une certaine légitimation au niveau régional et international. Cette situation fait que présentement, cette force devient carrément la seule structure interlocutrice avec certaines personnes qui aimeraient bien poser des questions par rapport à la situation dans cette région-là. Parler présentement de la validité serait aller très vite parce qu'on risque de faire fausse route, comme je l'ai dit, parce que la question n'est pas abordée uniquement sur une approche juridique classique. Mais pourquoi est-ce que nous en arrivons à cela? C'est aussi important de pouvoir le souligner. Et quelles sont les voies de sortie? Parce que tant que le M23 se retrouvera toujours dans cette situation, rassurez-vous, sur le plan international, sur le plan du droit public international, par rapport à certains principes, notamment le principe de neutralité, toutes les structures seront carrément obligées à un moment donné de pouvoir carrément avoir le M23 comme étant un interlocuteur en vue de pacifier la région de l'Est. Le gouvernement, à l'heure actuelle, ou bien l'opinion nationale qu'internationale ne doit pas s'en faire par rapport à cela. Il y a des dynamiques au niveau régional qui sont déjà mises en mouvement, notamment au niveau de Luanda et au niveau de Nairobi. Ce sont ces dynamiques sur lesquelles nous devons plus nous appuyer en vue de pouvoir obtenir un dénouement de cette situation. Mais à l'heure actuelle, cet accord qui a été passé entre le M23 et la SAMI d'IRC reste un accord que moi je vais appeler un accord de fait. Ce n'est pas un accord de droit qui puisse produire des effets peut-être opposables à tout le monde. Nous ne sommes pas encore dans ce contexte-là. Nous sommes ici dans un contexte de rapport de force. Et en droit international public, ce sont des éléments qui comptent beaucoup. Pourquoi? Parce que présentement, vous êtes en face d'un mouvement rebelle qui, avec le temps, commence à pouvoir obtenir une certaine légitimité qui fait à ce qu'elle devient pratiquement la seule structure interlocutrice. Mais jusqu'où ce mouvement peut-il aller en concluant des accords avec les tiers? À quel niveau peut situer les limites de son pouvoir ou de ses actions? À quel niveau on peut situer? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas franchir? Comme je l'ai dit tantôt, le contexte actuel doit être beaucoup pris en compte parce que la situation est évolutive. La situation que connaissait le M23 au départ de ces hostilités n'est pas la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, elle devient carrément une force de fait et un interlocuteur valable vis-à-vis de certaines structures, que ce soit au niveau interne, régional qu'international. Alors, quelles sont ces limites, comme vous le dites présentement? On ne va pas parler des limites parce que nous sommes dans une dynamique de pacification de la région. Nous sommes dans une dynamique où nous recherchons la paix dans cette région. Et les dynamiques qui sont mises en mouvement, ce sont des dynamiques qui peuvent carrément aider non seulement à notre pays de pouvoir retrouver la paix, mais aussi à la région de pouvoir retrouver la paix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation du M23 n'est pas une situation qui fragilise non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi toute la région. Et si seulement il faudra être en mesure de trouver des paix par rapport à cette question, il est important d'aller sur une table de négociation avec cet interlocuteur, avec cette force. Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui, à l'heure actuelle, détient carrément l'impérium du pouvoir dans cette région. Alors, on ne peut pas sortir de cette situation sans pour autant aller sur une table de négociation avec cette structure. À défaut de cela, il faut utiliser la voie de la force. Et sur le plan de règlement de conflits en matière internationale, on ne recourt pas toujours à la force pour pouvoir régler certaines situations. C'est-à-dire que dans cette circonstance exceptionnelle, n'importe quel État peut signer des accords avec ce mouvement pour peut-être, disons, un accord d'exploitation minière, par exemple, étant donné que la situation est exceptionnelle. Par exemple, le Rwanda, l'Ouganda disent que nous voulons le coltan de Massissi, par exemple. Et vu qu'ils occupent Massissi, on dit, voilà, ils négocient un contrat et l'exploitation commence. Je crois que j'ai bien souligné dans l'entame de mon propos le contexte. Nous devons contextualiser la situation. Ici, l'accord qui a été entrepris entre le M23 FDC et
la force de la SADC, c'est un accord qui vise à pouvoir obtenir la pacification d'abord du lieu. Peut-être que vous avez, peut-être l'intérêt de votre question, c'est lorsqu'on aborde les questions comme la réhabilitation peut-être de l'aéroport de Goma. Peut-être que vous posez ce genre de questions, est-ce que c'est par rapport à un accord? Est-ce qu'il y aura un partenariat? Comment ils vont réhabiliter un aéroport qui appartient à notre pays sans pour autant consulter peut-être les personnes les mieux indiquées qui est le pouvoir public au niveau national? Et ça Nous ne sommes pas dans cette façon de voir les choses présentement. Présentement, l'objectif poursuivi d'abord, c'est la pacification de la région. Et le contrat qui a été signé, c'est un contrat qui est précis. C'est lequel? C'est le retrait des forces uniquement de la SADC et pousser aussi peut-être les deux camps sur les dynamiques qui sont mises en mouvement, qui sont le processus de Luanda et celui de Nairobi. Merci beaucoup, Maître Samuel Konko. Un sommet conjoint SADC et AC avait convenu que le gouvernement congolais devrait dialoguer avec l'opposition armée et non armée pour trouver la paix à cette situation. Le gouvernement congolais a accepté de dialoguer avec l'FCM 23. Il y a une rencontre à Luanda qui a été avortée. C'était le 19 mars dernier, si je ne m'abuse. On se rend de plus en plus compte qu'on... Est-ce que c'est le même constat qu'on ne peut plus se passer de l'FCM 23 si on veut avoir accès justement à, je veux dire par exemple, accéder à ces territoires-là, passer par là, on ne peut pas de fait se passer de l'FCM 23. Bon, personnellement, je n'aime pas que nous puissions ici utiliser FCM 23 parce que ça n'existe pas. C'est plutôt les Rwandais. On doit être clair. Alors, je reviens d'abord sur l'accord. Je vais faire une analyse à deux niveaux. C'est la forme et le fond. Mais je vais, comme mon confrère a dit, c'est aussi des questions politiques. Il faut aborder cette question sous l'angle politique pour bien comprendre, pour bien cerner les choses. Alors, la première question simple, c'est quelle est la nature juridique du M23 /AC? Est-ce une rébellion? Est-ce un groupe terroriste? Et selon Kinshasa, c'est un groupe terroriste. Est-ce une agression? Selon moi, c'est une agression. La vraie nature juridique du M23 déjà pose problème. Deuxième question. Est-ce que, conformément au droit international, une organisation sous-régionale peut-elle signer un accord avec des terroristes, des rebelles ou dans un contexte particulier peut-être? Bon, d'abord du point de vue du droit international, est-ce possible? La réponse est non. Ils ont fauché sur toute la ligne. Mais le gouvernement congolais a déjà discuté avec les mêmes personnes en 2009. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Je parle d'une organisation sous-régionale. Permettez-moi. Donc, du point de vue de la nature, je dis, vous comprenez que c'est déjà la plus grande difficulté. On ne sait pas, un groupe terroriste et une rébellion, on ne comprend pas. Mais il y a un problème. Cet accord, lorsque vous lisez au fond, soulève quand même plusieurs questions. Première question. Cet accord met fin à la cessation des hostilités. C'est le fait. C'est l'effet des hostilités. Bon, est-ce que après la prise de Goma, il y avait des hostilités entre les M23 et la force Samir DRC? Je ne crois pas. En d'autres termes, cet accord vient confirmer une défaite militaire de la Samir RDC. Et c'est beaucoup plus grave. Une force sous-régionale échoue face à une rébellion. C'est ça la plus de gravité. Deuxième chose, au fond, mon ami a évoqué la question. Faire les travaux, rouverture de l'aéroport. Mais c'est à l'avantage du Rwanda. Mais je regrette pourquoi, sur cette question, notre gouvernement n'a pas pris position, n'a pas dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction du gouvernement. Apparemment non. Mais ça, c'est une balkanisation à la douceur. Vous avez soulevé une question aussi beaucoup plus importante. Est-ce que
les Rwandais aussi peuvent s'inspirer de telles histoires. Il vient signer un accord avec les M23 pour l'utilisation, par exemple, de nos coltans cobalt. Est-ce possible? Mais pourquoi la RDC n'a pas officiellement protesté? Auprès de quelle instance, par exemple? La sous-région. Ici, il s'agit de SADC. Il fallait protester, il fallait écrire une lettre de protestation. On dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes les seuls, jusqu'à preuve du contraire, qui vous appartient à la RDC. Et conformément au texte qui nous régisse, il y a des autorités. Il ne risque pas de nous rétorquer pour dire vous-même, vous avez accepté de discuter avec ces gens-là. Oui. Que dire de nous autres? Mais ça, c'est une autre procédure. Si nous avons accepté de négocier, il y a des questions très bien définies qu'on doit en parler. Donc, moi, tout ce que je constate, la SAMI d'IRC a constaté sa défaite militaire sur le sol congolais. Souvenez-vous, il y a des informations comme quoi ces militaires ne mangent plus bien. Ces militaires, certains sont malades, ils ne savent pas. Donc, il faut organiser les retraits progressifs de ces troupes. Et ils ont même dit un bref délai. Donc, ils ont constaté qu'ils ont échoué. Et nous, au niveau de l'RC, nous devons tirer les conséquences. Nous devons tirer les conséquences. Parce que si ça continue comme ça, nous allons vers la balkanisation. Mais qu'aurait-il fait l'AFC? Ils sont là-bas, ils sont coincés, et leur armement militaire, il doit être acheminé à un aéroport pour gagner leur pays respectif. Dans un contexte pareil, qu'aurait-il fait? Qu'est-ce qui aurait été préférable? Mais la réponse, elle est claire. Ils sont venus ici pour faire quoi? Se battre, soutenir la RDC pour mettre hors d'état de nuit ces groupes rebelles. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est vrai, ils sont coincés là-bas. Ils pouvaient aussi s'organiser. Par exemple, venir nous soutenir sur l'As Walikale et bouter ses ennemis hors de notre territoire. Chers amis, c'est une situation très délicate. Les gens pensent que c'est facile, mais si nous continuons comme ça, je vous ai dit, il y a des gens qui ont écrit, d'ici 2030, ces pays risquent d'être balkanisés. Mais nous devons beaucoup travailler et c'est très important. Les sujets que déjà beaucoup de gens n'en parlent pas. Vous avez eu l'idée de pouvoir mettre ces sujets à l'ordre du jour. Beaucoup n'en parlent pas. Mais nous regardons les pays être balkanisés petit à petit, malheureusement. La balkanisation, mesdames et messieurs, nous devons lutter vraiment contre ça. Alors, maître Martin Milolo, en 3 minutes, pour passer rapidement, parce que le temps est vraiment parti très très rapidement. 2 minutes 30 maximum, disons. La conséquence, c'est quoi la conséquence de cet accord? Oui, la conséquence, c'est que d'abord, la SADC a légitimé un mouvement de fait et que le droit international en matière de conflits armés a été violé et que la RDC n'est plus reconnue internationalement comme étant le seul souverain sur cet espace de portion de terre. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses. Vous savez, le droit n'est pas fait pour des situations normales. Le droit est fait pour des situations anormales, pour réglementer. Pourquoi il y a des règles? C'est pour éviter, en tout cas, des situations de fait ou des situations, en tout cas, qui fait plus le recours à la force. Ici, ce n'est pas parce qu'une entité utilise la force comme moyen d'expression qu'elle doit, en tout cas, prétendre à une certaine légitimation de la part de certaines instances au niveau international. Je vais revenir sur cette question pour dire, en tout cas, la situation dans laquelle les gens de la SADC se sont retrouvés. D'abord, une parenthèse, c'est que on arrive à ça parce que nous sommes en face d'un gouvernement faible. Le gouvernement de Kinshasa, regardez le comportement pendant tous ces processus. Depuis Bunagana jusqu'à aujourd'hui, on assiste à une faiblesse incompréhensible de la part du régime de Kinshasa. Et on peut même arriver jusqu'à parler de la non-assistance à personne en danger parce qu'on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui était promis comme étant de mesures pour reprendre la situation, ça n'arrive pas. Mais spécifiquement sur cette question-là,
la SADC est en tant qu'organisation sous-régionale qui traite avec les États. Pourquoi il y a eu le double sommet EAC-SADC? C'était pour que les deux communautés se parlent. Et il y a un cadre de dialogue, d'échange. Et dans cette zone-là, vous allez voir qu'on est dans une entité contrôlée, en tout cas par le Rwanda et l'Ouganda. La SADC pouvait raisonnablement, en tout cas, avoir des discussions avec l'État comme le Rwanda, par exemple. Là, ça pouvait être compris parce que le Rwanda, c'est un État et on comprend que le M23 est sous l'influence du Rwanda et ça pouvait en tout cas faciliter. Vous vous souvenez des mercenaires? Les mercenaires sont partis à partir d'où? Les États dont les mercenaires étaient ressortissants n'ont pas traité avec le M23, ils ont traité avec le Rwanda. Et donc, voilà. Et dans ces cadres ici, la force ne donne pas la validité à ces mouvements-là de pouvoir continuer à traiter. Parce que si on rentre en droit, il y a ce qu'on appelle en droit administratif la théorie des fonctionnaires des faits. Ça veut dire que dans une situation, en tout cas urgente, il peut y avoir des fonctionnaires, des particuliers, des personnes privées qui peuvent poser des actes de valeur. Mais c'est dans quel contexte, c'est dans quelles conditions? Ici, parce que si on les considère comme étant des fonctionnaires des faits, des autorités des faits, c'est que leurs actes devront être validés par l'autorité des droits lorsqu'elle sera rétablie. Et dans les cas d'espèce, le mouvement M23 étant en subversion avec le régime de Kinshasa, ils ne seront pas leurs actes qu'ils ont posés, par exemple sur la réhabilitation de l'aéroport, si ce n'est pas exécuté, et encore que selon le gouvernement congolais, cet aéroport est fermé. Vont-ils l'ouvrir avec quelles compétences? Et s'ils n'exécutent pas cet accord, est-ce que la SADC pourra imputer cela sur les dos du gouvernement congolais? Ça pose problème. Voilà pourquoi moi je parle ici. Nous sommes en face de la menace contre l'existence du droit en tant que discipline. Or, le droit n'est fait que pour réglementer des situations complexes et exceptionnelles et doit être respecté dans tout état de cause. Merci bien, Maître Milolo. Je suivais Maître Samuel Konko dire ici que toute cette question, l'analyser sur un angle de droit juridique classique, ça serait faire une fausse route. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce que nous analysons, ce que nous faisons. Vous savez que le droit est là pour encadrer, orienter la politique. Si on laisse la politique, en tout cas, aller vaille que vaille, ça sera difficile de... Vous savez que c'est sur base de la violation même de la non prise en compte, en tout cas 30 secondes, de ces dimensions juridiques qu'aujourd'hui nous avons par exemple l'amalgame dans les processus de paix. Par exemple, dans le processus de paix, on ne peut pas parler de l'AFC parce que le M23 réclame l'exécution d'un accord qu'il a conclu avec le gouvernement congolais pendant que l'AFC n'existait pas. Et aujourd'hui, vous avez l'amalgame autour de ça et qui a conduit le président angolais dans la confusion et à jeter l'éponge. Maître Martin Milolo, vous parlez d'un gouvernement faible, un gouvernement inexistant. Oui, un gouvernement qui a pratiquement échoué à sa mission régalienne de pouvoir venir en aide aux populations en détresse. Alors, Maître Godefroid Ilunga, je vous passe la parole, je vous pose la question, la simple question de savoir, est-ce que normalement, dans cette situation que nous vivons actuellement avec le gouvernement congolais, a-t-il la possibilité de faire un recours contre ce qui a été fait aujourd'hui avec ces gens-là là-bas? Il y a un moyen de recours qui peut être aussi coercitif. Bon, je crois que Maître Fumbi a déjà abordé la question lorsqu'il a dit que le gouvernement ne pouvait pas garder silence. Il peut protester, mais faire un recours auprès de la SADC qui a pu procéder à de tels actes. Parce que je crois que j'ai, en parlant, posé la question de savoir, mais jusqu'où pouvait-il aller? J'ai dit ici, on ne peut pas se passer de l'autorité de fait
n'est-ce pas? C'est une situation de fait que nous sommes en train de vivre. Exceptionnel. Notre État a perdu son autorité sur une partie de notre territoire, qui est désormais gérée par des rebelles qui viennent en appui à une armée étrangère. N'est-ce pas? On doit tenir compte de ça. Oui. Parce que la SAMI DRC était venue, n'est-ce pas, combattre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est plus même en état de continuer cette mission-là. C'est pourquoi elle a décidé de se retirer. En décidant de se retirer, comment est-ce que, n'est-ce pas, sur le plan opérationnel, elle va se retirer? Voilà la seule question qu'ils auraient pu discuter. Ils auraient pu, par exemple, sortir par le Rwanda, par la voie terrestre, et à partir du Rwanda, prendre leur avion et rentrer calmement chez eux. Ça devait être discuté au niveau des chefs d'État? Ils auraient pu le faire. SADC, pas avec l'AFC directement? C'est ce que vous voulez dire? Non, j'ai dit que, c'est pourquoi j'ai dit, c'est une question tout simplement sur le plan opérationnel. J'ai mentionné le fait que la direction politique du SADC n'est pas celle qui a discuté de la question. N'est-ce pas? Ce sont des armées qui ont pu en discuter. C'est pourquoi j'ai dit que c'est tout simplement, ça devrait se limiter à un arrangement tout simplement opérationnel. Mais pas un accord de nature à produire des effets, n'est-ce pas, sur l'ordonnancement juridique de notre pays. Ça ne devait pas se faire comme cela. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir jusqu'où finalement pouvait-il aller. J'étais très content. Est-ce que, de la question que vous avez posée à Maître Ngongo, est-ce qu'il pouvait aller jusqu'à négocier les minéraux parce qu'ils sont là? Parce que il a parlé un peu d'une notion que j'ai trouvée assez dangereuse lorsqu'il dit que on est en train de vivre une certaine légitimation du M23. Pour trouver la paix, le M23 doit être traité sur le plan interne comme inexistant. Comment ça? N'est-ce pas? C'est une force de contestation de l'autorité de l'État. S'ils arrivent à renverser le gouvernement, c'est eux qui seront l'autorité établie. À ce moment-là, voyez-vous, leurs actes, comme ceux de Laurent Désiré Kabila en son temps, vont valoir. Mais si il arrive que ce mouvement s'arrête, quel sera le sort de leurs actes? Ce sera l'inexistant. Sur le plan international, est-ce qu'on peut les reconnaître? J'ai dit non. On ne les reconnaît pas. Contrairement à ce qu'a dit mon ami, lorsqu'il dit qu'on est en train de légitimer sur le plan régional. Non, pas question. On ne peut pas, le gouvernement congolais ne peut pas, n'est-ce pas, acquiescer à cet état de choses-là, voire légitimer le M23 sur le plan régional. Et je crois que, contrairement à ce que dit Maître Milolo, ce n'est pas une question de la faiblesse du gouvernement congolais. Non. Parce que nous sommes en train de parler de l'armement. On a perdu une partie. De l'armement qui se trouve à Goma. Perdre une partie de notre territoire, ce n'est pas ça la faiblesse du gouvernement. Nous savons dans quel état ce gouvernement ou ce pouvoir de Kinshasa a hérité de cette armée. On ne peut pas fermer les yeux, n'est-ce pas, devant ces réalités-là. Et on sait comment... C'est pas la faute du gouvernement. Comment on a perdu ça? C'est le commandement de notre armée. Et ils sont en train d'être jugés. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire. Est-ce qu'on va dire que le gouvernement n'a pas fourni de moyens? Il a fourni de moyens. Il n'a pas fourni de moyens matériels, en hommes, en armement. Le gouvernement l'a fait. Ce n'est pas le gouvernement. Il y a eu trahison quelque part. Seulement, le problème, c'est que on ne peut pas légitimer ces actes. Très bien, merci. Parce qu'ils ont négocié leur retrait, d'accord, ils n'avaient pas de choix, c'est une situation de fait. D'accord. C'est une situation de fait, c'est pourquoi j'ai dit, ils ont négocié la tête baissée. Merci bien. Mais seulement, permettez-moi de dire un mot sur n'est-ce pas, l'histoire de l'arrangement de la piste et tout ça. J'ai entendu Bintou Keïta, qui a parlé de la nécessité de la réouverture de l'aéroport. Et je constate qu'en même temps, les accords là insèrent une certaine clause, n'est-ce pas, relative à la réouverture de l'aéroport. Or, nous savons que notre gouvernement a fermé l'espace aérien
à toute la flotte du Rwanda. La flotte du Rwanda ne peut pas, n'est-ce pas, survoler notre territoire national. Ces gens qui sont à Goma sont sous l'autorité du Rwanda. Est-ce que la SADC pouvait négocier jusqu'à la réouverture et même, n'est-ce pas, à réhabiliter la piste? Et ça, c'est pour permettre quoi? Permettre, n'est-ce pas, que l'aviation ennemie puisse commencer à opérer à partir de cette piste. Merci bien. Et qu'elle puisse percevoir, n'est-ce pas, des droits, n'est-ce pas, impliquant les survols de notre territoire, ce qui serait un acte contraire à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'avais dit jusqu'où pouvaient-ils aller. Donc je trouve qu'ils sont allés très loin et le gouvernement doit protester et ne peut pas se sentir engagé par cet acte. Et s'il y a des implications financières par rapport à ça, le gouvernement ne peut que décliner parce qu'ils ont traité avec la personne qui n'avait pas qualité. Merci bien, Maître Godefroid Ilunga. Je crois qu'on est en train de chuter. Hein. On n'a pas eu notre deuxième tour de table. Non, moi également. Soyez calme, soyez calme. Je suis le seul maître à bord. Soyez calme, vous aurez la parole. Alors, Maître Samuel Konko, vous avez dit que pour retrouver la paix, on est obligé, le gouvernement congolais est contraint, au regard du contexte, de dialoguer avec ces gens qui sont là-bas. Mais qui exactement occupe Goma? Qui occupe Goma? Est-ce l'armée rwandaise? Est-ce les terroristes? Est-ce des Congolais? Qui occupe aujourd'hui cette partie du pays aujourd'hui? Bon, je crois que votre question, elle est... ce que je vais dire que elle vaut réellement son pesant d'or parce que le débat, il a déjà évolué. Je crois qu'on ne doit pas retourner dans ces positions agressives que nous avions au début de ce conflit gouvernement avec M23. Le débat a déjà évolué, pour preuve, même le gouvernement, sur sa position aussi, a déjà évolué. Alors, étant donné que la situation a déjà évolué, je crois qu'ici, il faudra être en mesure de pouvoir aborder la question de manière, dans le but d'obtenir réellement une certaine solution et une solution sur la durée. Nous ne cessons de regretter, personnellement, de ma part à moi, l'échec de l'accord d'Addis Abeba. Les accords d'Addis Abeba avaient déjà suffisamment réglé ce problème de l'Est de notre pays. Étant donné que ces accords aujourd'hui sont, je ne sais pas, à la poubelle ou à quel endroit, personne n'en parle aujourd'hui, il faudra qu'absolument que la dynamique dans laquelle le gouvernement devra s'activer présentement soit une dynamique qui soit en mesure non seulement de pouvoir dialoguer avec les personnes qui occupent la région, mais aussi d'être en mesure de pouvoir parler aussi avec les acteurs qui interviennent. Parce que le M23 dont on parle aujourd'hui, c'est pas le M23 n'agit pas de son propre fait. Qui sont derrière le M23? Oui, nous disons derrière le M23, il y a le Rwanda. Mais qui est derrière le Rwanda? Qui est derrière le Rwanda? Le Rwanda aujourd'hui a subi toute une avalanche de sanctions au niveau international. Oui, ça a eu peut-être un effet positif. On a constaté que ça a eu même un impact sur la progression du M23. Nous saluons les efforts du gouvernement par rapport à cette force diplomatique qu'elle a pu impulser. Mais présentement, je crois que l'idéal serait d'encourager le gouvernement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Angola peut-être qui a jeté l'éponge par rapport à sa médiation vis-à-vis du gouvernement et du M23. Je crois que très bientôt, peut-être, on désignera un médiateur. Je crois que ces derniers devraient être en mesure de pouvoir rassembler les travaux qui ont été faits par son prédécesseur au niveau de Luanda. Oui. Le gouvernement devrait protester? C'est tout à fait normal. Une protestation, elle est normale. Une protestation, elle est normale. Mais dans le cas d'espèce, elle donnerait quoi comme résultat? Elle donnerait quoi comme résultat? Soyons dans une dynamique pragmatique. Ne restons pas dans les théories. Alors, pour cela, parce qu'aujourd'hui, je salue le gouvernement qui a déjà suffisamment évolué par rapport à cette question. S'il faut négocier, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne connaît au fait, en réalité, ce que réclame le M23 de manière officielle. On le sait. Non, vous le savez, mais officiellement, on ne sait pas. Il n'y a que le gouvernement qui le sait. Officiellement, on ne le sait pas. On n'a jamais mis sur la place publique les revendications du M23. Si ça existe,
il faut les mettre sur la place publique. Les M23 ne datent pas de Julie. Ne datent pas de Julie, c'est depuis 2013. Ici, ce sont des pantins, nous devons évoluer tel que le gouvernement a évolué. Nous avions tous ces discours et ces narratifs agressifs. Je crois que la situation n'est plus la même. Si aujourd'hui le gouvernement a accepté de pouvoir négocier avec les M23, compte tenu de l'évolution de la situation, ben, qui sommes-nous pour ne pas être en mesure de pouvoir donner au gouvernement aussi les armes nécessaires en vue de pouvoir aborder cette question? Ne restons pas dans ces positions-là qui ne font que pérenniser le conflit. Si le gouvernement a accepté aujourd'hui, certainement qu'ils ne vont pas aller comme, je ne sais pas, des moutons peut-être prêts à être pendus, mais ils vont y aller de manière suffisamment appuyée. Mais le gouvernement a déjà négocié avec eux. Comme l'a dit CNDP, tout ça. Un début de balkanisation. Nous devons craindre ce début de balkanisation. C'est vrai qu'il n'y a aucune langue qui ne l'ait dit. Même le coordonnateur de l'AFC, lui aussi, conteste et qu'il n'est pas là pour pouvoir balkaniser. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? Qu'est-ce qu'il connaît? Il n'est pas là pour balkaniser. Nous devons craindre. On les manipule, qu'est-ce qu'il connaît? Nous venons nous tous ensemble de pouvoir décrier l'accord qui vient d'être passé entre le M23 et la force Sami RDC. Cet accord pouvait être fait d'autres manières. Une résolution pouvait être prise au niveau de la SADC, pouvant donner des injonctions à la force de pouvoir suivre le chemin qu'avaient suivi toutes les forces, comme les mercenaires et les autres qui sont retirés. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu les forces armées, veut dire la branche armée du M23 qui a passé un accord avec celle de la SADC? C'est vraiment un ton qui a été lancé, de manière à pouvoir nous emmener à comprendre que nous devons faire attention sur cette question de balkanisation de l'Est du pays. C'est vrai qu'il n'y a aucune langue qui évoque cela, mais les velléités ou la tendance, elle se fait manifester de manière palpable. Faisons très attention par rapport à ça. Alors, pour sortir de cela, nous invitons le gouvernement à poursuivre les négociations avec le M23, dont le contenu de manière officielle n'est pas porté à la connaissance de l'opinion publique, mais que cette dynamique puisse être réellement soutenue afin de pouvoir pacifier l'Est de notre pays. Merci bien, Maître Samuel Nkunku. Alors, Maître Yannick Mvumbi, vous qui parliez de balkanisation. Voyez-vous l'ombre de la balkanisation dans cette affaire et comment vous la voyez? Essayez un peu de percer parce que la crainte est à ce niveau-là. La crainte est à ce niveau-là. Aujourd'hui, Goma, c'est vrai, ce qu'on apprend, c'est que c'est toujours les francs congolais qui circulent là-bas. Donc, c'est toujours le franc congolais qui circule là-bas, toutes les monnaies étrangères également qui circulent. Ils se disent toujours congolais, même, il venait de dire, Nanga dit qu'il n'est pas là pour balkaniser, mais pour justement faire entendre ses revendications. Aujourd'hui, quelle est l'ombre de cette balkanisation que vous voyez par rapport à ce qui a été fait? Merci, mais avant de répondre à cette question, je reviens sur une chose que j'ai entendue de la part de mon confrère, qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct, qu'il faut très vite le recadrer. Il dit ici le gouvernement est faible depuis Bunagana. Bon, il faut aussi éviter la facilité dans les langages. Nous les Congolais, est-ce que nous comprenons la vraie nature de cette guerre? C'est-à-dire, ça va faire maintenant plus de 3 décennies que cette guerre dit. Mouzé avait dit, cette guerre sera longue et populaire. Est-ce qu'on a compris? Quand vous écoutez par exemple, le secrétaire général des Nations Unies vous décrit ce que les M23 a comme armement. Ça ne vous dit pas quelque chose. Qu'est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, vous reprochez à ces gouvernements, les gouvernements de Tshisekedi par exemple? Qu'est-ce que vous reprochez à ces gouvernements sur les plans diplomatiques? Et même si les plans des moyens financiers, mettre les moyens financiers à la disposition de notre armée. Qu'est-ce que vous reprochez? Il faut lire. Cette guerre, elle n'est pas seulement une guerre classique comme tout le monde le voit. Ici, il y a des velléités expansionnistes. Au-delà du fait qu'on nous pille, on tue nos femmes. Je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de morts. C'est-à-dire quoi concrètement? La population, toute la population du Burundi, plus la population du Congo-Brazza, plus la population de Bénin, 12 millions. Toute une population décimée comme ça. Et on croit que c'est facile. On dit que le gouvernement est faible. Mais tenez, il y a un rapport des experts des Nations Unies où on décrit la qualité d'armement que les M23 utilisent. Des missiles anti-solaires. Je ne sais pas s'il connaît ce que cela veut dire. Missiles anti-solaires. Combien d'États africains en ont? Ils ont des missiles anti-chars. Des mortiers
guidés par GPS. Version 2021, c'est-à-dire des armes de dernière génération. Et vous dites que le gouvernement a échoué, alors que notre armée a résisté. Notre armée a fait face à la promotion de... Non. Je dis pour que l'armée ne puisse pas répéter que le gouvernement est faible. Depuis 2021, fin 2021, fin 2024, un peu plus de 3 milliards 200 millions déboursés de notre armée. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Si le plan diplomatique, mon ami a dit, on a évoqué la question des sanctions au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Mais il faut comprendre que nous sommes en train de combattre. Notre armée fait face à plusieurs armées. Je l'ai dit avant que les rapports viennent les confirmer. Ce n'est pas seulement les Rwandais, les forces spéciales terroristes du Rwanda. Vous avez aussi les forces kenyanes. Vous avez aussi les forces ougandais. On parle même des Somaliens et même des mercenaires blancs. Pourquoi ne pas comprendre la nature de cette guerre? Et vous venez avec beaucoup de facilité dire le gouvernement est faible. Non, je vous interdis de le dire, cher ami. Il faut aller au-delà. Parce que cette guerre, on l'a fait contre Mouzé. Bon, Joseph Kabila, je ne voulais pas en parler parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas les situer. Est-ce qu'il était auteur, complice? Je ne sais pas de lui. Aujourd'hui, on le fait contre. Quand je l'ai dit, mon ami Samuel n'est pas content. Ce n'est pas facile. C'est une question de vie ou de mort, de part et d'autre. Pour le Rwanda, le fait que le Rwanda arrête de nous agresser, c'est fini, le Rwanda va disparaître. Pourquoi? 50% de son budget national provient de ce qu'il nous fait ici. Donc, il doit continuer à le faire. Et nous devons faire un effort de les contrer. Vous pensez que c'est facile? Mais c'est là, vous avez des multinationales. Regardez, on a bombardé à Walikale Centre. Il y a eu des mercenaires blancs qui sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité. Ce n'est pas facile, cher ami. Je reviens sur la question de la balkanisation. Mon cher ami, je l'ai dit. Les gens qui suivent la situation en la loupe ont écrit. Ils ont même donné la date. Ils sont dans une phase terminale. Donc, ils ont déjà fait au jour d'aujourd'hui. Quand vous entendez, tous ces Rwandais disent que nous n'allons plus quitter Goma. Pour eux, je ne dis pas que c'est le plan de Congolais, pour eux, d'ici 2030, la République démocratique du Congo, l'Est doit être balkanisée. Et nous, ici à Kinshasa, nous sommes dans des consultations. Nous, ici à Kinshasa, c'est sérieux, cher ami. Vous avez vu Zelensky organiser des consultations politiques pour soi-disant cohésion nationale, unité nationale. Qui vous dit que les Congolais sont divisés? Qui? Ce sont les acteurs politiques congolais qui sont divisés, ce n'est pas les Congolais. De l'Est à l'Ouest, ils sont unanimes sur l'intangibilité de notre frontière, sur l'unité de notre pays. Ils sont comme ça. Merci. Donc, cette question de la balkanisation, ils ont maintenant franchi une autre étape. D'accord. Cette étape-là, c'est la réhabilitation de l'aéroport, l'ouverture de l'aéroport, avec comme conséquence... Merci bien. Consacrer effectivement la suprématie, sinon le contrôle de tous ces espaces par les Rwandais. Et donc, il faut arrêter de dire que les M23, les FC Nanga ne connaît rien dans ces jeux-là. De la même manière qu'on utilise ici, moi. Avant lui, on a utilisé beaucoup déjà. Et je rappelle que c'est Kagame qui a créé l'AFDEL. Beaucoup de Congolais ne savent pas, c'est Kagame qui a créé l'AFDEL. C'est Kagame qui a créé les RCD. C'est Kagame Paul qui a créé les CNDP. C'est lui qui a créé les M23. Mon ami a dit accord. Je vais bien. Le Tshisekedi a compris. On peut signer des accords aujourd'hui avec Kagame. C'est pour 6 mois, une année demain, il vous crée encore une autre rébellion. Malheureusement. Alors, il faut au jour d'aujourd'hui préparer les Congolais à faire la guerre. J'ai dit ça. Il faut faire la guerre. Regardez, cher ami, on peut bien éviter de faire la guerre. Les autres que nous ferons la guerre à cause de notre richesse. Il faut se préparer à faire la guerre. Cette guerre sera longue et populaire, Mouzé l'avait dit. Merci beaucoup. Alors, on va finir rapidement, 2 minutes à chacun. Je commence avec vous, je vais renverser un peu le... Ah bon? Oui. Non, c'était votre deuxième tour de parole. Ça, c'était... C'est vous qui avez commencé. Vous prenez du temps pour rien. C'est vous qui avez commencé. Ne prenez pas du temps pour rien. Laissez qu'il... Je commence par moi, où est le problème? Ne vous en faites pas. On va faire les... Je ne parlerai pas beaucoup. Dites-nous, maître... Il y a des consultations qui sont organisées aujourd'hui à Kinshasa pour justement résoudre la crise. Quelle est votre lecture? Est-ce que ces consultations sont-elles utiles ou inutiles dans le contexte actuel pour former un gouvernement d'unité nationale?
Bon, je crois que la gestion de l'État ne s'arrête pas seulement à ce qui arrive à l'Est, mais ce qui arrive à l'Est, c'est en quelque sorte le thermomètre de ce que nous vivons à l'interne. Donc, il n'y a pas que la dimension internationale à la chose, il y a aussi une dimension interne. Je crois que j'étais très content lorsque j'ai entendu Maître Vumbi parler de Zelensky. Je ne sais pas, nous sommes en train de tous suivre les médias. Combien de fois a-t-on entendu un cardinal de chez Zelensky là sortir et parler en train d'encenser la Russie? Combien de fois avons-nous vu, n'est-ce pas, des opposants au régime, n'est-ce pas, de Zelensky s'opposer aux négociations, n'est-ce pas, à un deal? Comparaison n'est pas raison. Allez d'autres buts. Non. Allez d'autres buts. Certainement, c'est pour dire que sont chez nous, nous avons une autre perception de la politique. Les gens sont en train de faire la politique des hautes droits de là que je m'y mette. D'accord. C'est pour cela que je pense qu'il faut arriver à conscientiser la classe politique. Et ça ne doit pas se limiter seulement à la formation du gouvernement, parce que tout le monde ne va pas forcément se retrouver dans le gouvernement. L'essentiel, c'est que nous tous, nous puissions arriver à faire, n'est-ce pas, de l'intégrité de notre territoire, notre cheval de bataille à nous tous. D'accord. C'est ça l'essentiel. C'est le dernier tour de table, hein? Je n'ai pas commencé par vous cette fois-ci. Ok, bon. Les consultations dans le contexte actuel. Je vais revenir sur les consultations très rapidement, mais je voudrais dire à mon voisin de droite qu'il n'a pas le droit de m'interdire de dire ce que je pense au regard des éléments qui me guident ma conviction. Il n'a pas ces droits-là. Et lorsque j'ai évoqué que le gouvernement est faible, je leur ai dit que le gouvernement est faible parce que, pas plus tard que ce matin, vous savez que le chef de l'armée ougandaise a encore menacé la population congolaise vivant notamment dans le Grand Nord, notamment le Kisangani et les autres. Il y a un rapport, c'est pas quand vous criez qu'on va vous entendre. Il y a un rapport des Nations Unies qui atteste que l'armée ougandaise aide le M23 militairement sur les territoires occupés pour sa progression. Est-ce que ça vient de moi? Qui a invité l'armée ougandaise dans notre pays? C'est le gouvernement congolais. Et lorsqu'on leur dit que cette armée ougandaise ici, il faut apprendre de l'histoire que nous avons connu l'affrontement de ces deux armées sur notre territoire dans le même contexte. Vous ne devriez pas les inviter dans le même contexte, dans la même zone. Qui a écouté? Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement tarde à renvoyer cette armée qui aide les ennemis sur notre territoire à le faire. Et donc, qui a écouté? Et avec ça, vous allez dire que vous êtes en face d'un gouvernement qui est fort ou qui est en position de force. Moi qui vous parle, il a fallu faire beaucoup de manifestations ici pour que l'ambassadeur rwandais, lorsque l'agression a commencé, puisse quitter Kinshasa. Et après plusieurs hésitations de la part du gouvernement congolais, jusqu'aujourd'hui, officiellement, il n'y a jamais eu de rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. Un pays qui nous agresse, il a parlé des armes, des milices solaires, tout ça, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il les a déjà vus. Mais ce sont de l'armement de l'armée rwandaise. On vous parle, on vous dit que c'est le Rwanda qui est sur le territoire et que ce qui est présenté comme le M23, c'est une coquille vide qui n'a rien à voir. C'est l'armée rwandaise qui est soutenue. Oui, c'est toi qui me soutiens parce que tu parles que c'est le M23 qui a ces armements-là. Le M23 n'a pas ces armements-là. C'est l'armement de l'armée rwandaise issu du financement qu'il reçoit des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, notamment dans le cadre de ses efforts dans les Mozambique contre les Cabo Delgado. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous... Donc, ce gouvernement... Et je voudrais souligner, en tout cas, toutes mes excuses, je voudrais souligner pour la dernière fois, pour vous dire que cela donc démontre la faiblesse du gouvernement. Le gouvernement
c'est le seul organe qui a le monopole de la violence dans un État. Et le gouvernement dispose de des instruments pour cela, la police et l'armée. Lorsque l'armée échoue, vous allez dire que non, ça ce n'est pas... Non. Et donc il y a sur la question de consultation, comme je n'ai pas de temps, non, il ne faut pas faire ça. Lorsque vous avez parlé, j'étais respectueux, j'ai gardé mon calme et ça frise le manque de courtoisie. Il faut me réciproquer, c'est que si vous ne voulez pas que je parle du gouvernement d'union nationale, je vous laisse la parole, mais mes positions ou mes convictions sont connues sur cette question. Très bien. Je sais que Maître Martin Milolo n'est pas très favorable à ces consultations. Donc, non, au fait, c'est une solution qui vise à sauver un régime chancelant. C'est une fausse solution qui vise à torpiller l'initiative des évêques qui aboutit. Parce que si ce gouvernement arrive par impossible à être mis en place dans ce contexte, sachez que 3 mois après les consultations de la CENCO, on va retrouver un autre gouvernement comme à l'époque des dialogues des Cadio et de la CENCO. Merci beaucoup pour la parole. La chute est toujours généralement très agitée. On comprend, entre les avocats, il y a toujours des débats. Mais essayons de dépassionner les débats pour ne pas nous emporter. Alors, la thématique est tellement importante, mais nous chutons déjà. Alors, comme nous chutons déjà, je serai aussi très bref. Je crois que les consultations ont été convoquées en vue de pouvoir régler une crise. S'il y a une crise qui existe, est-ce que les consultations sont les solutions à cette crise? Je crois que répondre à cette question serait très important. Est-ce que les consultations sont-ils réellement les solutions de sortie à cette crise? Moi, je ne crois pas que c'est une des solutions. Ça peut être une des solutions, mais ce n'est pas une solution en soi. Pourquoi? Parce que la crise, elle est connue. Et pour sortir de cette crise de manière interne, il est important que les acteurs politiques puissent se mettre autour d'une table afin de pouvoir élaguer les causes et les raisons qui ont amené certains à pouvoir se réfracter au niveau armé et à d'autres à pouvoir soutenir une opposition à l'extérieur du pays. C'est important que les acteurs se mettent d'abord autour d'une table. C'est à l'issue de leurs échanges qu'ils pourront enfin pouvoir chuter par un gouvernement d'union nationale. Mais mettre en place un gouvernement national avant que les autres acteurs ne puissent se mettre autour d'une table, ça serait mettre la charrue avant le bœuf. C'est vrai qu'une autre question se poserait peut-être parce qu'on dirait que le chef de l'État, peut-être par l'entremise du conseiller spécial, a eu à ouvrir ses bras vis-à-vis de l'opposition, la frange la plus radicale de l'opposition, mais cette dernière a rejeté cette main tendue. C'est vrai que la question peut-être se poserait autrement de cette manière-là. Mais pour pouvoir la résoudre, moi je crois qu'il serait préférable qu'à l'initiative du président de la République, que les acteurs, tous les acteurs influents par rapport à cette question puissent se mettre autour d'une table afin de pouvoir réellement élaguer ou bien discuter sur les causes qui ont prévalu à cette crise à la suite, et on pourra peut-être envisager la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Sinon, aller de cette manière, tout le monde penserait que ça serait de manière à pouvoir court-circuiter la démarche ou la dynamique des évêques. Mais quelles sont les revendications finalement? Alors, Maître Yannick, rapidement s'il vous plaît, dites-nous en quoi, selon vous, ces consultations sont-elles importantes au regard du contexte que la République démocratique du Congo est en train de traverser? Bon, je ne reviens pas sur la faiblesse du gouvernement. Je crois que mon co-débatteur a compris, mes arguments valent encore. Je constate que la distraction, nous sommes dans la distraction. Nous continuons à être distraits. Le monde évolue. Au moment où je vous parle, les États-Unis veulent revoir ses frontières avec le Canada. La Russie fait déjà avec l'Ukraine. La Chine avec le Taïwan. C'est-à-dire, le principe de la non-intangibilité des frontières ne joue pas. Mais ça peut coupler. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, on va beaucoup plus évoluer. Donc, je continue à dire au président de la République que permettez-moi de le dire, la bêtise insiste. Et ce n'est pas normal. Nous sommes agressés. Il nous faut pas un gouvernement de cohésion nationale, mais plutôt un gouvernement de guerre qui n'aura que 2 missions. Faire la guerre et les sociales des Congolais.
Chers amis, nous traversons un moment très difficile. Il faut arrêter avec les distractions. Vous avez vu déjà avec les débuts de consultation, un acteur politique majeur, pour ne pas les citer, les profs Bat, il y sort, il commence directement à attaquer les profs Bat. Est-ce qu'il comprend que nous sommes agressés? Oh non, il est secrétaire. Suivez. Maintenant, c'est le gouvernement de l'Union nationale, le partage des postes, poids politiques. Pendant que le pays est agressé. C'est comme ça que j'ai dit, nous sommes distraits. Et cette distraction va faire en sorte que nous puissions perdre une partie de notre territoire. Au jour d'aujourd'hui, nous devons être focus. Et moi, je m'adresse à monsieur le président de la République. Il nous faut un gouvernement de guerre composé de plus ou moins de 20 personnes. Pendant le temps de guerre, le principe de poids politique ne joue pas. Allez faire le poids politique à Goma au jour d'aujourd'hui. Kamé reste qu'il peut aller là-bas parler de poids politique. Arrêtons la distraction. Je l'ai dit, le président Tshisekedi est sur la bonne voie. Il peut ou ne pas mettre fin à cette guerre, mais commencer à préparer notre peuple, à faire cette guerre longue et populaire. Il n'y a que la défaite militaire du Rwanda, la défaite militaire sur le Rwanda, qui peut remettre la fin, qui peut mettre une... C'est ce que j'ai dit, il faut commencer à préparer cette guerre-là. Quand Mouzé disait, elle sera longue et populaire, ça va faire maintenant 30 ans. Nous, on était où? Mouzé l'avait dit. On commence pas à préparer. Non, on se prépare en se battant. Et on peut... Jusqu'à ce moment précis, on a évoqué la question liée justement à l'accord entre l'AFC M23 et la SANI DRC, ainsi que les consultations qui sont en cours depuis quelques temps déjà. Consultation menée par le professeur Eberand Kolongele, qui est justement le conseiller du chef de l'État, conseil spécial en matière de sécurité. Alors, on y reviendra. Au revoir, portez-vous bien, à très vite.